tous, bienvenue sur la chaîne et dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous parler de 4 livres, donc il y a un thriller, un grand classique de la littérature étrangère, un roman que je considère comme classique car il est tiré d'un film très très culte, et un roman science-fiction. Alors on commence tout de suite avec une lecture que j'ai choisie un petit peu par hasard, que j'ai pioché dans ma bibliothèque. Ça s'appelle Le voleur d'enfants tristes de Belinda Bauer, donc édition 10-18, que je vous montre de plus près. Comme d'habitude, voilà, je suis assez fan des couvertures 10-18 de toute façon, hein. On va suivre ici l'histoire d'enfants qui sont kidnappés. Alors, le roman se passe en Angleterre, dans le parc national d'Exmoor, à l'ouest de Londres. Si c'est pour un petit peu vous situer, c'est vraiment tout à gauche de Londres, entre Taunton et Barnstaple, j'ai marqué, et en fait c'est sur la gauche, décalé vers le haut. On commence notre histoire avec la disparition d'une jeune adolescente qui s'appelle Jess, qui a 13 ans, et qui a dû suivre malgré elle son père dans une partie de chasse, enfin vers une partie de chasse, de pêche. Mais comme elle est en mode crise d'ado, elle va pas aller avec lui pêcher, elle va rester dans la voiture. Et quand son père revient à la fin de sa journée de pêche, elle a disparu. Voilà. Sachant que la personne qui a enlevé Jess a laissé un mot sur un post-it. Je crois que c'était sur le volant de la voiture. Il a laissé une petite note griffonnée donc sur le post-it en écrivant « Vous ne l'aimez pas ». L'enquête va commencer réellement quand un deuxième enfant va être kidnappé, je pense, quelques jours après Jess. Il s'appelle Pete, il me semble. L'inspecteur qui est en charge de cette enquête, s'appelle l'inspecteur Reynolds. Et c'est le premier en fait sur les lieux qui va vraiment faire le lien entre les deux premières enquêtes. Il y a également l'inspecteur Jonas qui va le rejoindre. Alors quand j'ai lu ce livre, je ne savais pas forcément qu'il y avait un autre livre avant. Mais on peut les lire indépendamment. Je pense que ça doit être un petit peu comme dans les Franck Tillier avec les Charcot. Bon, sauf que là, je pense qu'il n'y en a que deux, pour le moment, en tout cas, il n'y en a que deux. Mais quand j'ai regardé vite fait, bon, mis à part que voilà, on nous dit quand même une info qui apparemment se passe à la fin du premier tome, enfin du premier livre. Moi, ça m'a pas spécialement gênée parce que voilà, je pouvais quand même comprendre l'histoire sans avoir lu le tome précédent. Donc l'inspecteur Jonas, il essaye de se remettre de la mort de sa femme. Et il va arriver sur cette enquête un petit peu par hasard. Car à la base, il ne voulait pas vraiment forcément y retourner, car il est connu énormément dans son village, étant donné qu'il faisait partie de la police, donc de son village en fait. Alors, dans ce roman, on va trouver une multitude de personnages. C'est construit un petit peu à la manière du Fléau de Stephen King, ça m'a fait penser à ça, donc bon, même si c'est pas du tout le même sujet dont on parle, le fait qu'il y ait énormément de personnages, qu'on soit dans leur vie, qu'on sache vraiment pas mal de détails quand même sur leur quotidien et sur leur façon de vivre, hein, tout simplement. J'ai trouvé ça, ça m'a rappelé un petit peu Stephen King. Quand la partie 2 arrive, parce que dans ce livre, on a, je sais plus jusque quand il y a la première partie, mais en fait sur la première partie, on va avoir que je pense deux ou trois disparitions. Et on va en apprendre beaucoup sur les personnages. Et ensuite, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Tout va se mettre en place sur la partie 2. Et on espère qu'une chose, hein, évidemment, c'est que l'affaire soit résolue. Notre personnage, donc Jonas, va rencontrer également des personnes... Enfin, il va continuer à côtoyer des personnes qui avaient apparemment dans le tome 1, dont un jeune adolescent. J'ai oublié son nom, hein, mais voilà, qui va aussi enquêter avec lui, en gros, vers la fin du livre, il va enquêter avec lui sur les disparitions, car son petit frère
se faire kidnapper in extremis, il va le sauver in extremis en fait, enfin vous verrez si vous voulez lire le livre. Je sais que c'est un petit peu confus la manière dont j'en parle, mais c'est pas évident parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. En gros, il faut retenir que voilà, c'est une histoire où il y a des disparitions. Un enquêteur qui a vécu la mort de sa femme quelques années, enfin, un an ou deux, je crois, auparavant, essaye de se remettre un petit peu en selle concernant les enquêtes. Et évidemment, on est plongé dans le désarroi de plusieurs familles. L'écriture, elle est assez simple, assez directe. Il n'y a pas de formule de phrase un petit peu compliquée ou voilà. J'ai beaucoup aimé l'ambiance car j'ai su m'attacher quand même à plusieurs personnages, donc pas tous. Mais le fait qu'on en sache beaucoup, forcément, ça nous rend un peu plus intimes avec eux. Et on essaye un petit peu de les comprendre parce que ils sont pas tous parfaits. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que ils avaient tous un côté un peu caché, profond. Même l'inspecteur Reynolds avec qui j'ai eu un petit peu de mal pendant pas mal de temps dans le livre. Mais voilà. Malgré toutes ces longues descriptions et le passif des personnages, c'est un roman quand même page turner. Page turner pour moi, parce que je voulais vraiment savoir la suite. J'ai dû le lire en 2 sessions, il me semble. Et on entre un peu plus dans la bizarrerie au fur et à mesure où on tourne les pages. Car on va se retrouver ensuite dans un endroit assez particulier. Et je ne m'attendais pas du tout à ce chemin en fait. Le livre a pris un chemin auquel je n'aurais pas pensé, hein, franchement. Si vous l'avez lu ou que vous allez le lire, vous allez comprendre de quoi je parle. J'ai bien aimé aussi le dénouement de ce livre, car il n'est pas forcément celui auquel on s'attend tout de suite. Et je vais me rappeler de ce livre pendant un petit moment quand même. J'ai passé un très bon moment avec ce thriller un peu psychologique, avec quand même des scènes assez hard quoi. Enfin, pas. Alors je vais vous le dire tout de suite, il n'y a pas de grosse violence, à part à la fin, le dernier quart du livre où c'est quand même un peu space quand même. Il n'y a pas de. C'est tout ce que je vais vous dire. Voilà, je vais pas trop en dévoiler, mais c'est jamais évident de trop bien vendre un thriller sans trop en dire. Mais voilà, j'ai pris plaisir à découvrir les éléments au fur et à mesure, car on va se poser beaucoup la question de savoir qui c'est, évidemment. Même si on va comprendre très vite que la personne qui est coupable est connue de tous, quasiment. Donc c'est pour ça que moi je l'avais pas trop vu venir non plus, mais j'ai bien aimé comment c'était fait. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour ce roman. Je vais passer à la suite, sinon je vais tout vous dévoiler. Le roman issu d'un film dont je vais vous parler tout de suite, il s'agit du Cercle des poètes disparus de N.H. Kleinbaum. Voilà, si vous avez lu le livre ou vu le film, mettez-le moi en commentaire, car pour moi c'est... J'adore. C'est un film, je pense, qui a dû sortir juste avant les années 90, donc qui est très vieux. Je l'ai vu quand j'étais jeune plusieurs fois, et je l'ai revu il n'y a pas longtemps ou... Non, je ne l'ai pas vu il n'y a pas longtemps. Mais en fait, comme j'ai lu le livre, j'ai l'impression de l'avoir revu. Car comme c'est l'histoire du film, il n'y a aucune surprise, voilà, il n'y a pas d'éléments en plus, je pense. Ma mémoire est bonne, car ça fait quand même un moment que j'ai vu le film. Donc voilà, si vous ne connaissez pas l'histoire, on est dans les années 60. On est dans un pensionnat un peu... enfin, un collège plutôt, un collège ou collège pensionnat quand même, parce qu'ils dorment sur place directement. Dans les années 60, donc c'est un collège que de garçons. Et ils sont très cadrés sur leur avenir, l'école est très stricte. Ils doivent respecter les codes, ils n'ont pas le droit de prendre la parole en public sans y avoir été invités. Ils doivent bien se tenir, ils n'ont pas le droit de se coucher après telle heure. Enfin voilà, c'était un peu à l'ancienne encore, hein. C'était très strict dans les années 50 et 60. Et ces jeunes adolescents, je pense qu'ils devaient avoir 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça, ils vont voir leur vie chamboulée par l'arrivée d'un nouveau professeur de littérature,
de littérature, oui, je crois, professeur de lettres, donc, qui s'appelle Monsieur Keating. Donc, il est joué dans le film par le fabuleux et le somptueux Robin Williams, que j'adore comme acteur. Voilà, il a joué dans énormément de films très touchants. Je ne pourrais pas tous les citer, mais moi, je pense que vous le connaissez tous. Hein, notamment, je pense en premier lieu à Madame Doubtfire. Voilà. Après, il y a eu aussi un film, Will Hunting, j'ai beaucoup aimé. Professeur Catch, je crois, quelque chose comme ça. Un film où il a un nez rouge à un moment donné dans le film. Enfin, voilà. C'est entre autres, hein, parce que c'est un très très grand acteur. Enfin, c'était un très très grand acteur qui a fait des films vraiment magnifiques. Et donc ce professeur de lettres dans le cercle des poètes disparus, il va changer leur façon de penser à ces jeunes ados en leur inculquant plusieurs valeurs qu'il souhaite leur faire partager, sachant que son mantra de base c'est Carpe Diem, c'est-à-dire qu'il faut profiter de la vie, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, voilà. Après il y a d'autres phrases qui sont magnifiques, hein, dans ce livre. Monsieur Keating, il a une façon de travailler qui est peu orthodoxe, car évidemment, il ne rentre pas dans les cases de la bonne société des années 60. Lui-même a étudié au collège de Welton, donc dans ce fameux collège, hein, il y a bien bien longtemps. Mais malgré tout, il a une façon de penser à l'heure actuelle, enfin dans le livre, qui est vraiment presque en opposition totale avec les principes et les valeurs enfin peut-être pas les valeurs, mais avec au moins la façon de penser du collège. Alors ça m'a énormément plu, tout comme le film. Le cercle des poètes disparus, c'est dans le film une sorte de groupe, confrérie, où les jeunes vont découvrir la poésie. Car Monsieur Keating, voilà, une scène qui est très marquante dans le livre et donc dans le film aussi, c'est une scène où il leur fait sortir leur manuel de littérature et où il y a une introduction d'un célèbre professeur à l'intérieur. Et Monsieur Keating, il déteste cette préface et il leur fait arracher les pages de leur livre. Alors au début, ils sont un petit peu outrés. Cette scène, elle est énormément marquante dans le livre, car c'est la façon de dire, affranchissez-vous des codes, essayez de penser par vous-même. Car dans cette préface, la personne qui l'avait écrite leur disait un petit peu comment analyser un poème pour savoir s'il était bon. En gros, il donnait une formule pour décrypter si c'était bon ou pas. Genre, il fallait que ce soit un bon niveau d'écriture. Je me rappelle d'une courbe verticale et horizontale, et il faut que le cercle il soit plus grand possible pour qu'en gros, ça veut dire qu'il est aussi bien écrit que le sujet est intéressant. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est qu'un détail dans le livre, mais c'est assez important quand même, car ça va leur permettre de découvrir des poèmes qu'ils n'ont forcément pas l'habitude de lire. Donc au début, ils sont un petit peu genre comme tous les ados, hein, quand on leur fait, en gros à l'heure actuelle, même, enfin peut-être moins, parce que plus maintenant je pense, quand on leur fait lire des poèmes un petit peu... Enfin, des poèmes, déjà c'est un style d'écriture en général assez spécifique de la manière dont c'est construit. Et il va se révéler qu'ils vont quasiment tous adhérer à ces poèmes et à cette confrérie de cercle des poètes disparus. Sachant que le collège n'est pas censé être au courant de ce qui se passe dans ce cercle. Donc ils vont se retrouver à un endroit qui était déjà connu de Monsieur Keating, donc une espèce de grotte non loin de l'école. Et ils vont se rassembler assez souvent pour lire des poèmes, écrire des poèmes, discuter un petit peu de choses et d'autres en étant tous ensemble. Il va également y avoir un événement tragique. Donc, si vous avez encore une fois lu le livre ou vu le film, vous savez de quoi je veux parler. Et ça va vraiment faire prendre conscience aux camarades de la personne que la vie est courte et qu'il faut vraiment essayer de faire un maximum de choses pour soi et pas forcément pour ce qu'on attend de nous. Voilà, je résume un petit peu comme ça parce qu'il y aurait tellement plus à dire sur cette magnifique œuvre que on ne peut pas la résumer en 10 minutes, quoi. C'est vraiment magnifique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des passages que vous avez préférés à d'autres. Est-ce que vous avez préféré le film ou le livre ? Alors évidemment, même si j'ai
j'étais quand même très très émue par le livre. Le film, c'est catastrophe quoi, je chiale. Rien qu'à en parler, ça me ramène à des moments de ma vie, parce que je l'ai vu quand j'avais à peu près le même âge qu'eux, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça me rappelle des souvenirs et c'est assez poignant. Ensuite, comment? Donc dites-moi si vous avez préféré le film ou le livre, si vous l'avez vu et lu. Moi, pour ma part, j'ai quand même une préférence pour le film car c'est tellement plus parlant avec les images. Le fameux «Oh capitaine, mon capitaine», quand ils prennent la parole pour s'adresser à leur professeur, c'est vraiment très très prenant. Et la fameuse scène de fin, si vous savez de quoi je parle. De toute façon, je pense que ce truc est tellement mondialement connu que ça dévoile pas l'intrigue complète si je vous dis la fameuse scène de fin où tous les élèves se lèvent pour rendre un hommage, parce qu'il n'est pas mort, hein, mais pour rendre un hommage à leur professeur de lettres en montant sur leur table comme leur professeur l'a fait quelques mois auparavant, pendant plusieurs cours aussi, en leur rendant hommage et en lui disant «Oh capitaine, mon capitaine». Voilà, je crois que cette scène est restée très très marquante dans le livre et surtout dans le film. Je vais essayer d'accélérer un petit peu car j'ai vu que la vidéo commençait déjà à bien avancer. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est un coup de cœur. Coraline de Neil Gaiman, qui est considéré comme un grand classique slash incontournable de la littérature anglaise, ou américaine plutôt, je pense. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est un livre qui est très très court vu qu'il fait à peine 150 pages. Très belle écriture, simple, un petit peu étrange, de par l'univers qui est quand même assez poétique et imagé, comme dans les contes. Seulement, ce sont des contes, voilà, ils disent que c'est de la jeunesse, mais c'est de la jeunesse, moyenne jeunesse, quoi. C'est pas à mettre entre toutes les mains, je pense, de jeunes lecteurs, car il y a des images quand même assez étranges et un peu violentes. Enfin, pas violentes dans le sens sanglante, mais psychologiquement, c'est un peu compliqué, je trouve. Coraline, qui s'ennuie chez elle, va un jour découvrir qu'il y a un monde parallèle qui se cache derrière une des 14 portes de sa maison ou appartement, je n'ai pas trop compris. La petite Coraline, elle est très très intelligente, mais voilà, elle s'ennuie, donc elle va explorer un petit peu sa maison et il y a des clés qui ouvrent chaque porte et sa mère refuse de la laisser aller derrière la 14e porte, donc forcément ça va l'intriguer, hein, comme vous vous en doutez bien. Elle va réussir un jour à aller derrière cette porte et elle va y trouver donc une famille semblable à la sienne, où les humains ont des boutons de vêtements cousus à la place des yeux et où ils sont représentés de manière assez grossière en, voilà, en voulant imiter un petit peu la propre vie, donc celle des parents de Coraline, de sa famille. Donc, où les humains ont des boutons cousus à la place des yeux, où les animaux peuvent parler ou jouer de la musique. Je me rappelle notamment d'une scène où elle discute avec un chat qui m'a bien fait rigoler. Enfin, rigoler moyennement, quoi. Où la brume s'invite souvent et où le mal peut prendre la forme d'une main géante avec de longs ongles carmins. Des scènes intrigantes, délirantes, parfois absurdes, un côté fantastique, mais qui n'est pas si irréaliste que ça, car il y a quand même pas mal de symboles dans ce monde qui est créé. Un monde où, à travers les yeux d'une enfant, donc avec beaucoup d'imagination, évidemment, vous vous en doutez, hein, Coraline, elle n'est pas juste une petite fille sceptique qui ne croit en rien. Elle est aussi, elle a l'imagination aussi ouverte que celle d'Alice dans Alice au Pays des Merveilles. Et de ce que ça implique forcément, hein, car comme elle a des pensées un petit peu, pas glauques, mais un peu ouvertes sur ce qui peut se produire dans la vraie vie,
Et bien elle voit des choses pas très nettes, hein, la petite Coraline. Je me suis sentie dans ce livre à mi-chemin, encore une fois, entre Lewis Carroll et Ray Bradbury. Ray Bradbury, dont j'avais lu L'Arbre d'Halloween, c'est le seul livre que j'ai lu de Ray Bradbury, mais cet univers un petit peu onirique, ça m'a rappelé, voilà, ça m'a rappelé c'est un mélange de ces deux univers. On va y trouver quand même plusieurs morales dans ce court récit. Un héros, les peurs de l'enfance qui sont quand même assez bien représentées, je trouve, qui sont un petit peu angoissantes, multiples donc, et à peine masquées, hein, parce que bon, entre la main géante qui fait office d'araignée, après le fait d'être dans un endroit quand même toujours sombre, donc la peur du noir, la peur de l'abandon des parents, enfin voilà, il y a énormément de choses dans ce livre qui vont vous faire cogiter. Euh, pour moi, c'est un joli conte, mais pour des grands enfants, donc justement à partir de au moins 12 ans, je pense. Enfin, je pense que voilà, l'entrée à 11 ans, peut-être, l'entrée en sixième. Car avant, ça me paraît quand même un petit peu short. Dites-moi si vous avez des enfants qui l'ont lu plus jeune, ou si vous-même vous l'avez lu plus jeune. Mais moi, voilà, je ne recommanderais pas ça à tous les enfants, à moins d'être déjà en sixième, pour avoir le recul nécessaire et ne pas plonger dans l'histoire, à en avoir vraiment trop trop peur. C'était très agréable à lire car c'était super rapide, forcément, hein, 150 pages, vous vous doutez bien que je les ai mangées en une fois. Ce livre m'a donné très envie de découvrir un petit peu plus l'univers de Neil Gaiman et il va me marquer un bon moment car voilà, j'ai adoré explorer l'histoire avec Coraline et j'ai vraiment voilà, beaucoup aimé toutes les descriptions qu'on y fait, l'imagination de l'autre monde, enfin, c'est vraiment énorme. J'avais quand même quelquefois un sentiment un peu de malaise, mais c'était voulu, hein, de toute façon, je pense, par l'auteur. Et j'ai passé un très très bon moment. Malgré tout, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, déjà que j'étais mal à l'aise, donc j'ai passé un bon moment, mais voilà, cette lecture va me marquer, je vais la conserver. Donc je disais, j'ai très envie de découvrir d'autres romans de Neil Gaiman, et j'ai dans ma pile à lire L'étrange vie de Nobody Owens. Je vais peut-être pas me le faire ce mois-ci, mais je pense très prochainement, car je pense que ça va être un auteur qui va pas mal me plaire. Enfin, je passe au dernier livre de cette vidéo et c'est encore une sorte de coup de cœur, pas aussi fort que Neil Gaiman, mais voilà, j'en attendais quand même beaucoup et je suis heureuse de ne pas avoir été déçue car j'avais un peu peur quand même de ne pas trop accrocher au côté science-fiction. Il s'agit de tadam, Chronique lunaire, le tome 1 Cinder, que j'ai vu beaucoup passer sur Instagram, sur Booktube, sur la blogosphère en général. Et j'avais peur de ne pas accrocher au côté science-fiction. Car, je m'explique, ce sont des sortes de réécritures de contes ou des histoires créées à partir des contes que l'on connaît, donc Cendrillon, le petit chaperon rouge, je crois. Enfin, c'est un peu. Enfin, là, surtout, on va parler principalement de Cendrillon. Euh, et quand je me suis procuré le premier tome, j'avais pas vraiment capté qu'il y avait un côté autant. Enfin, autant. Qu'il y avait vraiment ce côté science-fiction. Je pensais juste que j'allais être dans une réécriture de conte et voilà, j'ai dit allez, je tente. Si j'aime pas, tant pis, je ne lirai pas toute la série, mais j'ai adoré. Donc autant vous dire que je me suis déjà acheté le tome de Scarlett que je compte lire très bientôt. Donc ça, c'est un Cendrillon qui est revisité en tout point, car on va suivre donc Cinder, le personnage principal, qui est une cyborg. Une cyborg, et elle se débrouille tant bien que mal pour vivre, car dans ce livre, elle a également une belle-mère et elle a deux demi-sœurs. Sa belle-mère, elle est fidèle à la réputation de la belle-mère dans Cendrillon. C'est une... Bip. Voilà, je peux pas la voir. Et elle a deux demi-sœurs. Donc il y en a une, la plus jeune, qui par contre, elle est très gentille avec elle. Je crois qu'elle doit avoir 13 ans, 13-14 ans, je crois. Elle est gentille avec elle. Parallèlement à ça, on va tomber aussi dans ce livre à un moment où il y a une épidémie qui arrive dans le monde de Cinder, qui est la létumose.
et elle tue les humains de plus en plus souvent et c'est très très contagieux apparemment. À la suite de plusieurs événements, Cinder va être tentée, elle va être pas tentée, elle va être amenée pardon à tenter de percer un mystère très très important car elle a fait la rencontre du prince de son royaume, donc du prince Kai, qui est venu la voir un jour dans sa boutique, parce que c'est une mécanicienne. Elle répare un petit peu tout ce qui est robot, voilà, comme c'est une cyborg. Donc c'est une cyborg qui a une jambe, enfin je crois un pied en robot quoi. Enfin, elle a d'autres parties du corps aussi, mais vous le découvrirez dans le livre. Donc j'ai bien aimé le clin d'œil par rapport au pied de Cendrillon, la chaussure. Enfin voilà, il y avait une scène un petit peu dans le film qui était dans le n'importe quoi, dans le roman qui m'a fait penser à ça. Bon, c'était voulu, je crois. Donc elle s'est rapprochée du prince Kai et on va la voir lutter contre ses sentiments envers lui. Car bon, au début, elle est pas du tout, elle se dit pas du tout qu'elle est attirée envers le prince, mais au final, elle va se rendre compte que si, finalement. Elle est assez, c'est une catastrophe. Elle est assez naïve et en fait, elle est amnésique suite à une chose qu'on lui a fait subir. Car Cinder n'est pas donc l'enfant légitime de sa belle-mère, évidemment, hein, vu que c'était la nouvelle femme de son père qui est mort. Et même son propre père, on va découvrir très très vite que c'est pas son père naturel. Donc là, je spoil pas grand-chose, hein, c'est pas le plus important dans l'histoire. Et vous allez découvrir la vérité donc sur ses origines. Et tout va changer pour elle, mais uniquement à la toute fin de l'histoire, hein, pas avant. Donc c'est plus qu'une histoire d'amour à l'intérieur qui est quand même assez subtile et c'était pas le sujet principal du livre. On était vraiment focalisé sur les origines de Cinder, à savoir ce qu'elle était réellement, une cyborg, une humaine ou autre chose. On assiste aussi aux prémices d'une guerre qui est prête à éclater entre les humains et les lunaires. Donc voilà, donc sinon vous n'auriez pas de... ça s'appellerait pas les chroniques lunaires. Euh, c'est pour vous dire un petit peu le résumé parce que je ne vous l'ai pas lu non plus. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New Beijing. Une terrible épidémie ravage la population depuis l'espace. Un peuple sans pitié attend son heure. Donc le peuple sans pitié qui attend son heure, ce sont les lunaires, évidemment, comme vous vous en doutez. Il y en a une en particulier qui va descendre sur Terre et que j'ai envie de fracasser. Vous savez tous de qui je veux parler si vous l'avez lu. Même si j'avais deviné la fin au bout de quelques chapitres, parce que c'était clairement évident, vous allez voir un petit peu, mais c'était clairement évident. J'ai beaucoup aimé la différence avec la Cendrillon classique. Donc le côté SF me plaît bien dans ce roman en tout cas. Je pensais pas apprécier autant parce que la science-fiction en matière générale dans les films, c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais là j'ai bien aimé car j'ai trouvé que c'était bien dosé. C'était un petit peu lent à quelques moments car on était beaucoup dans la description, on attendait qu'il se passe des choses importantes. Surtout au début du livre, je trouve que l'histoire avait quand même assez de temps à se mettre en place. Mais ensuite, les enchaînements d'événements m'ont donné envie de lire la suite très rapidement, très prochainement, je pense. Voilà, l'écriture, elle est assez simple, il n'y a rien de particulier, de transcendant non plus, mais j'ai passé un bon moment, c'est facilement accessible et c'est page turner comme on dit, quoi. Vraiment, enfin moi pour ma part, je veux connaître la suite et j'attends d'en savoir un petit peu plus sur un personnage en particulier qui est Levana, donc la fameuse la dame qui va descendre de la lune, hein, car elle est très très intrigante même si je la déteste. Voilà. Donc je vais devoir attendre encore un petit moment car le tome 2 c'est Scarlet, après je crois qu'il y a Cress, ensuite il y a Winter et le tome sur Levana est sorti en dernier il me semble. Alors je ne sais pas s'il faut le lire avant ou si on peut le caler comme ça, peu importe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette saga, si vous avez lu donc aussi Levana et à quel moment il faut le lire, s'il faut attendre vraiment la fin ou si ça n'a pas d'importance. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, je vais bientôt en tourner une autre car il me reste un livre à lire pour arriver à 4 livres. Je trouve que c'est une bonne moyenne pour faire une vidéo, donc même si là j'aurais pu en faire que 3 car je me suis un petit peu étendue sur le sujet, mais tant pis, la vidéo fera une demi-heure et c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour un prochain update lecture. Je vais essayer, je dis bien essayer, car ça me prend énormément de temps, de vous proposer une petite vidéo courte
qui va rassembler un petit peu tous les couacs, les blops et autres bafouillages et bafouilles que je peux faire quand je fais mes vidéos. Donc c'est quelque chose qui est très très long à faire car j'ai tourné quand même pas mal de vidéos depuis en 2018. C'est super long. Je suis déjà à 8 minutes 30 je crois. Et je suis arrivée même pas à un quart de ce que j'ai tourné en réel, en nombre de vidéos. Voilà, donc c'est très long. Je ne sais pas si ça sortira après mes updates ou pas du tout, ou le mois prochain, mais voilà, je vous prépare ça pour bientôt. Je vous laisse, je vais me promener, il fait beau, je vais aller voir la famille. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, lisez beaucoup et comme d'habitude, prenez soin de vous. Et... Mais tais-toi, Vanessa. Ciao, ciao.